Alors, en 1990, il y a donc quand même un certain temps, un ami m'avait prêté un livre qu'il avait glissé dans ma poche. Et je n'y avais pas vraiment fait attention. Et puis quelques jours plus tard, je me souviens, c'était à Pâques, c'était un beau jour ensoleillé en Belgique, parce que j'habitais en Belgique. J'ai reglissé ma main dans ma poche et j'ai retrouvé ce livre et je l'ai feuilleté comme ça par hasard pour voir ce qu'il y avait dedans. Et en le lisant, je me suis assis par terre et je dois dire que ça a été un tel choc pour moi, ce livre, que 20 ans plus tard, enfin même 25 ans plus tard, je suis toujours en train de lire le même auteur. Alors je me dis que puisque ce livre a vraiment changé ma vie, peut-être qu'il pourra changer la vie de ceux qui verront cette vidéo, et je l'espère. Alors ce livre, c'était un petit livre qui s'appelait La puissance de la pensée. La puissance de la pensée, c'est un livre écrit par quelqu'un alors qui n'est pas très connu. Pourtant, son œuvre est traduite dans une trentaine de langues. Il est mort, c'est Omram Mikhaïl Ivanov, qui est un philosophe bulgare, qui est né en 1900, il est mort en 86. Il a laissé derrière lui une œuvre tout à fait incroyable, gigantesque, parce qu'il n'a jamais écrit, mais il a donné beaucoup de conférences qui ont toutes été transcrites. Et il a laissé plus de 5000 conférences, ce qui représente des volumes et des volumes et des volumes. Tant et si bien que 20 ans plus tard, moi, je n'ai toujours pas lu la totalité de son œuvre. Alors, ce qui m'a beaucoup frappé dans ce livre, dont je voudrais vous parler aujourd'hui de ce livre-là, c'est un livre donc qui concerne uniquement la pensée. Qu'est-ce que la pensée? Comment est-ce qu'elle fonctionne? Comment est-ce qu'on peut l'orienter? Et la raison pour laquelle ça a changé ma vie, c'est que pour la première fois, je me suis rendu compte qu'effectivement, il faut faire attention à ses pensées. C'est quelque chose auquel je n'avais jamais vraiment pensé justement auparavant. Après, j'ai appris que un être humain normal a à peu près 60 000 pensées par jour. Donc c'est quand même énorme, 60 000 pensées par jour. Alors ça vaut vraiment la peine de se pencher sur cette question, sur cette grande question. Que sont nos pensées? D'où viennent-elles? Comment agissent-elles? Quelles sont les conséquences qu'elles ont sur nous, etc. Alors, Mikhail Ivanov, c'est donc un philosophe, mais c'est un philosophe qui a aussi été consacré par des grands personnages comme un des maîtres spirituels les plus importants du XXe siècle. Moi, je n'hésite pas à dire que c'est le plus grand penseur du XXe siècle. Pourquoi? Parce que sa pensée, d'abord, a étudié à peu près tous les aspects de la vie humaine, que ce soit la nutrition, que ce soit le corps, que ce soit l'esprit, que ce soit les émotions, les sentiments, la divinité, etc. Tous les sujets, il a abordé tous les sujets d'une façon alors qui est d'une limpidité absolument incroyable et en même temps qui est très complexe. Le grand avantage de cet enseignement, c'est qu'il est à la portée de tout le monde parce que c'est écrit dans un langage qui est extrêmement clair, grâce d'ailleurs à l'analogie qu'il emploie beaucoup, et ce qui fait que quelqu'un qui n'a pas lu, qui n'a pas beaucoup lu dans sa vie, peut sans aucune difficulté comprendre ce qui est dit, et en même temps que quelqu'un qui a beaucoup lu, ce qui était quand même mon cas, parce que moi j'étais en recherche, je suis toujours en recherche depuis des années, donc j'avais quand même lu beaucoup de livres, et d'ailleurs la simplicité alors de cet enseignement, au début m'a étonné, et puis je me suis rendu compte que la simplicité, c'est parfois le signe d'une très grande profondeur et de quelqu'un qui a maîtrisé en fait tous les sujets dont il parle. Alors, moi, je viens d'une famille où il y a eu beaucoup de philosophes, etc. Et pendant longtemps, j'ai cru que la philosophie, s'occupait de questions qui étaient des questions grandioses, hein, des questions métaphysiques, des questions que moi-même, d'ailleurs, je ne me posais pas en tant qu'enfant. J'entendais des gens autour de moi qui parlaient de ça, mais moi, je me disais, oui, mais cette question-là ne m'importe pas. Et quand j'ai découvert Omram Mikhaïl Ivanov, là, je me suis rendu compte que j'avais affaire à un philosophe dans le sens vraiment étymologique du terme, c'est-à-dire quelqu'un qui aime la sagesse. En plus d'être un philosophe, je l'ai dit tout à l'heure, c'est un maître spirituel. Bon, je ne vais pas épiloguer longtemps sur la question de ce que c'est la maîtrise spirituelle, parce que c'est une question très intéressante, mais il faudrait plus de temps. Mais disons dans un premier temps qu'un maître, c'est simplement quelqu'un qui sait maîtriser lui-même. Ce qui n'est pas la moindre des choses, surtout quand on a cette moyenne de 60 000 pensées par jour. Alors, qu'est-ce que j'ai découvert dans ce livre? Eh bien, la chose qui m'a vraiment frappé, qui m'a vraiment étonné tout au début, le passage que je trouvais tellement intriguant, c'était celui-ci. S'il y a une chose que vous devez savoir, c'est que toutes les pensées, les plus faibles et les plus insignifiantes soient-elles, sont une réalité. On peut même les voir et il y a des êtres qui les voient. Évidemment, dans le plan physique, la pensée reste invisible et insaisissable, mais elle est réelle
Et dans sa région, avec les matériaux subtils dont elle est faite, c'est une créature vivante et même agissante. L'ignorance de cette vérité est la cause de beaucoup de malheurs. Les humains ne voient pas, ne sentent pas que la pensée travaille, qu'elle construit ou bien qu'elle déchire et démolit. Et ils se permettent de penser n'importe quoi sans savoir qu'ils se barrent ainsi le chemin de l'évolution. Donc cette pensée m'a beaucoup étonné parce que l'idée de dire que la pensée est un être vivant, qui est une idée qui est complètement développée tout le temps dans ces livres-là, ça m'a fait beaucoup réfléchir. J'ai constaté après à quel point c'est vrai. C'est une pensée qui peut paraître bizarre, parce qu'évidemment, tout ce qui ressort de l'invisible, eh bien, on veut toujours des preuves, mais il y a des tas de choses qu'on peut expérimenter soi-même, et on peut découvrir que beaucoup de choses sont vraies, et que les pensées sont des entités qui sont indépendantes de nous. Hein. C'est-à-dire qu'on a une tendance à croire que nous sommes les créateurs de nos pensées, mais en réalité, ce qui est expliqué dans ce livre-ci, et dans toute l'œuvre de Mikhail Ivanov, c'est que nous ne sommes pas du tout les créateurs de ces pensées, nous sommes simplement des êtres dans lesquels ces entités entrent et sortent. Et nous avons évidemment le pouvoir de les transformer, et c'est sûr que quand on commence à se rendre compte que la pensée est une entité vivante, et que donc à titre d'entité vivante, elle va avoir un impact sur la réalité visible ou invisible de quelqu'un, on commence à se dire, bon, il faut que je fasse un peu attention à ce que je pense. Et on peut dire que beaucoup, pour ne pas dire toute la philosophie, mais beaucoup de la philosophie de Mikhail Ivanov est basée sur le contrôle de ses propres pensées. C'est d'autant plus important que tout passe par la pensée. Hein. Nos sentiments passent par notre pensée, parce qu'on pense à nos sentiments, on interprète nos sentiments. La réalité dans laquelle on vit, ben, on la perçoit de telle ou telle manière selon notre pensée. Et moi, j'ai toujours été très intéressé par la question de savoir comment on fait pour penser juste. Comment sait-on qu'on pense juste? Parce que tout le monde est sûr de ce qu'il pense, mais est-ce qu'il y a des choses qui sont justes? Est-ce qu'il y a d'autres choses qui sont fausses? Et comment fait-on? Alors tout le travail en fait et l'enseignement de Mikhail Ivanov, tout, enfin une grande partie, consiste justement à contrôler ses pensées, c'est-à-dire à les mettre en harmonie avec soi-même. L'harmonie chez Mikhail Ivanov, c'est quelque chose d'extrêmement important. Il a dit dans d'autres livres que l'harmonie est la base de tout. C'est-à-dire qu'une fois qu'on est en harmonie avec soi, et ce qui est difficile, mais une fois qu'on est en harmonie avec soi et avec le monde qui nous entoure, eh bien, on a toute une série de vertus comme ça qui nous arrivent et qui découlent en fait de l'harmonie. Au contraire, dans des situations comme on se trouve aujourd'hui, où en fait les gens se permettent de penser à peu près n'importe quoi, n'importe comment, en plus il y a la télévision, il y a tout le temps des informations qui nous arrivent, enfin il y a un véritable flot incroyable de pensées qui nous submerge, on se trouve très souvent dans un état de disharmonie, et il enseigne qu'il est donc très important de faire le point avec soi-même, exactement comme un pilote avant de décoller, regarde tous les niveaux. Hein, est-ce que le niveau d'essence est bon? Est-ce que ce niveau d'huile est bon? Etc. De tout le temps contrôler les niveaux de ce qu'on est intérieurement. Et c'est une chose qui est un art de vivre, en fait, et qui permet de passer au travers de beaucoup de difficultés. Alors, pour vous donner un exemple de la manière dont il écrit et de ce sens de l'analogie dont je parlais tout à l'heure, voici ce qu'il dit à propos de la pollution. Il faut quand même se souvenir que ça a été écrit il y a 30 ans. Et ça reste complètement d'actualité parce que l'être humain a beau avancer en technologie, en science et en maîtrise du monde extérieur, on peut dire que la maîtrise du monde intérieur, il ne l'a toujours pas. Ça fait des milliers d'années en réalité qu'il n'a pas fait un pas. Moi, je suis toujours étonné de voir, si on lit les poèmes de François Villon, par exemple, qui ont été écrits il y a 500 ans, l'état émotionnel dans lequel se trouvait François Villon, c'est le même état que plein de gens connaissent aujourd'hui. Alors, Krishnamurti disait le psychologique n'évolue pas, et effectivement, il évolue peut-être très lentement, mais ça ne se voit pas. Alors voici ce que Mikhail Ivanov dit au sujet de la pensée et de la pollution, et comme on vit dans un monde qui n'arrête pas de nous parler de la pollution, je pense que c'est bien de citer ce passage-ci. Voilà ce qu'il dit. Il dit « De plus en plus, on se plaint de la pollution. Les scientifiques sont alertés et découvrent que tout est pollué, la terre, l'eau, l'air, et que les plantes, les poissons, les oiseaux, les humains sont en train de mourir. Ils ne savent pas comment y remédier. Et d'ailleurs, même s'ils trouvaient le moyen, ce ne serait que pour améliorer la situation extérieure, ce qui est insuffisant. Car dans le monde spirituel, se propagent aussi des miasmes qui sont en train de tuer l'humanité. Et si les gens étaient vraiment sensibles, ils sentiraient que l'atmosphère du monde psychique est encore plus irrespirable que celle du monde physique. On se plaint des gaz d'échappement des voitures, mais les humains aussi
ne font rien d'autre que d'empoisonner l'atmosphère spirituelle par des gaz toxiques. Leurs mauvaises pensées et leurs sentiments de haine, de jalousie, de colère, de sensualité. Tout ce qui moisit et pourrit dans l'homme comme pensée et sentiments impurs produit des exhalaisons pestilentielles et asphyxiantes. On accuse les voitures, mais qu'est-ce que c'est que les voitures à côté de 5 milliards de créatures ignorantes qui n'ont jamais appris à maîtriser leur vie intérieure? C'est quand même une bonne réflexion parce que je suis un peu effrayé, moi, du fait qu'effectivement, quand on parle de pollution, on ne parle que de pollution physique, alors que la véritable pollution, elle est évidemment intérieure, parce que c'est bien parce que je suis pollué intérieurement que je vais salir à l'extérieur. Si je suis propre à l'intérieur, je ne vais jamais avoir la pensée de salir l'extérieur. Donc tout part de nous, et c'est ce que la philosophie d'ailleurs enseigne depuis des millénaires, que tout part de l'être humain lui-même, du connais-toi toi-même, du fameux connais-toi toi-même. Et tout le reste est vraiment secondaire. Alors, on vit dans un monde qui nous dit tout le temps qu'il faut amasser des tas de connaissances sur l'extérieur, qu'il faut acquérir des tas de choses de l'extérieur, mais qui oublie complètement que la seule chose importante, ce sont les acquisitions intérieures. Et donc, toute l'œuvre de Mikhail Ivanov va aller dans ce sens-là, du connais-toi toi-même, de l'intérieur, toujours l'intérieur. Et c'est en ça que ces conférences sont évidemment un enseignement, parce qu'il appelle à un travail. Hein, il ne s'agit pas d'une lecture qu'on fait et puis on passe à autre chose, c'est un véritable travail qui est demandé au lecteur, un travail très simple, hein, un travail très difficile, mais qui ne demande aucun outil, qui demande juste beaucoup de persévérance, et puis surtout beaucoup d'amour, parce qu'il faut avoir aimé l'état dans lequel on va se trouver, et qui est un travail quotidien. Le travail de contrôle des pensées, ben, c'est le premier. Donc comment est-ce que je peux contrôler ma pensée? Et moi, je dois avouer que quand j'ai lu ce livre la première fois, j'étais dans des grands troubles sentimentaux. Alors, ce qui m'est arrivé pas mal de fois dans ma vie. Mais c'est justement dans les grands troubles sentimentaux qu'on peut vraiment faire un travail intéressant avec la pensée. Parce que quand on est dans une histoire d'amour qui est un petit peu difficile, on a vite tendance avec sa pensée à avoir des pensées plus ou moins destructrices, en tout cas des pensées qui sont un peu méchantes. Et si à ce moment-là, on arrive à contrôler sa pensée, à dire mais non, finalement, non, non, je ne vais pas du tout prendre cette voie-là, je vais prendre une autre voie, je vais, au lieu de voir les défauts de l'autre personne, je vais plutôt me concentrer sur ses qualités. J'ai les fait, moi, à ce moment-là, et je l'ai fait presque immédiatement parce que j'en avais besoin, et ça a complètement changé ma vie. J'ai parlé de ça à beaucoup de gens, beaucoup d'adolescents, et j'ai vu que chaque fois, je leur dis toujours, mais tu dis que tu aimais cette femme ou cet homme, et puis maintenant tu ne lui envoies que de la haine. Mais il y a un problème, alors est-ce que tu es sûr que tu l'aimais? Pourquoi est-ce que tu ne pourrais pas essayer de transformer un peu ta pensée, de dire, mais je l'aimais, et en plus je l'aime toujours, alors elle n'est plus avec moi, c'est dommage, mais je l'aime encore. Et le message de l'amour, c'est évidemment le message le plus grandiose et le plus vivifiant qu'on peut avoir. Et j'ai vu qu'auprès des adolescents, ça marche. Ça marche, c'est quelque chose qui marche. Alors peu à peu, grâce à ça, ils apprennent à contrôler cette pensée et cette espèce de petit hamster qui tourne tout le temps dans la tête. Hein. Je suis vraiment étonné de voir que si on ne se contrôle pas, quand on fait la route Montréal-Québec en voiture tout seul, eh bien, on peut rester qu'à 2 heures et demie à penser. Hein. Et quand on arrive à Québec, on se dit, bon, à quoi est-ce que j'ai pensé? On ne le sait même plus. Parce que c'était des pensées qui allaient dans tous les sens. Hein, c'est la nature de la pensée, d'aller dans tous les sens, de penser tout le temps à soi, hein, d'être tout le temps centré sur le moi, qu'est-ce que je vais devenir, qu'est-ce qu'on m'a fait, etc. C'est une pensée incontrôlée et qui ne sert strictement à rien. C'est une pensée qui ne sert à rien. Moi, c'est ça qui m'ennuie le plus, c'est qu'on passe 2 heures et demie dans une voiture et ça n'a servi à rien, sauf qu'on s'est rendu à Québec. Tandis que si peu à peu on discipline sa pensée comme un cheval, hein, on ne se laisse pas mener par sa pensée, mais on mène sa pensée, alors on peut commencer à faire un travail qui est vraiment formidable, qui aide soi-même et puis qui aide les autres aussi, parce que je crois que dire à quelqu'un et lui montrer comment il peut contrôler tout ce qui se passe intérieurement, que c'est possible, qu'il a les outils pour le faire, c'est un outil merveilleux de libération. Parce que c'est comme ça qu'on devient de plus en plus libre, hein, en n'étant pas les esclaves de ses propres entités et de ses sentiments qui sont toujours confus. Alors, l'œuvre de Mikhail Ivanov est une œuvre beaucoup plus vaste que évidemment ce que je viens de dire. Je vais peut-être avoir l'occasion d'en reparler plus tard. Et pour vous parler simplement d'autres aspects, il a écrit aussi un recueil de pensées quotidiennes. Alors, j'ai pris 2 pensées que je trouve vraiment
efficace, parce que moi, ce qui m'intéresse beaucoup dans la spiritualité, c'est l'efficacité. Arnaud Desjardins a dit que si la spiritualité n'était pas une science, alors elle ne sert à rien. Et moi, je suis tout à fait d'accord avec ça. Si c'est juste des bons sentiments et des trucs qui ne marchent pas, ben, autant faire autre chose. Et c'est pour ça que Mikhail Ivanov et beaucoup d'autres maîtres spirituels insistent toujours sur la nécessité d'expérimenter l'enseignement. C'est-à-dire, il dit toujours, mais essayez-le vous-même. Si ça ne marche pas, ben, faites autre chose. Ne croyez pas ce que je vous dis parce que je vous le dis. Essayez-le. Alors, je vais vous lire deux pensées que je trouve très simples, très limpides et très utiles. La première, c'est une pensée sur les difficultés qu'on peut éprouver dans la vie. Alors il dit ceci, cessez de vous plaindre des difficultés et des obstacles que vous rencontrez dans votre vie, car ce sont eux qui vous permettent de progresser. Pourquoi les bateaux peuvent-ils avancer sur l'eau et les avions voler dans l'air? Parce que l'eau et l'air présentent une résistance. Ouais, c'est déjà une pensée qui est vraiment intéressante. C'est la pensée vraiment analogique. Il n'est pas possible d'avancer s'il n'existe pas une matière qui présente une certaine résistance. Les obstacles, les difficultés jouent le même rôle que l'eau ou l'air. Ils font partie de l'ordre naturel des choses. C'est à nous de savoir les utiliser pour avancer. Alors regardez cet exemple-là. Quand il vous arrive de faire des excursions en montagne, n'avez-vous pas remarqué que ce sont les aspérités auxquelles vous vous accrochez qui vous permettent de grimper? Alors pourquoi désirez-vous que votre vie soit lisse, qu'elle n'ait pas d'aspérité? Dans ces conditions, jamais vous n'allez arriver jusqu'au sommet. Et surtout, pour redescendre, quelle dégringolade. Par bonheur pour vous, la vie est pleine d'aspérité. C'est grâce à elle que vous êtes encore vivant. Oui, c'est pourquoi on ne doit pas demander que la vie soit lisse, sans souffrance, sans inconvénients, sans chagrin, sans ennemis, sinon on n'aura rien à quoi s'accrocher pour monter et on va glisser. Tous ceux qui souhaitent vivre dans la facilité et l'opulence ne se rendent pas compte qu'en réalité, c'est leur propre malheur qu'ils sont en train de demander. Alors ça illustre bien la profondeur, l'efficacité et l'utilité d'une telle pensée qui est simple. Vous voyez bien que un enfant de 5 ans peut comprendre ça. Et alors une autre pensée que je vais citer, ça va être la dernière, parce que celle-ci, elle est vraiment très proche, je pense, de sa pensée fondamentale. Et il dit ceci, devenez pareil à une source. La source coule et jaillit sans cesse. Et même si quelqu'un veut la salir en y jetant des ordures, elle continue de couler et le courant emporte les ordures. La source reste toujours pure, toujours vivante, parce qu'elle ne cesse pas un instant de couler. Ou trouver une philosophie meilleure que celle de la source. Prenez la source comme modèle, devenez semblable à elle, c'est-à-dire aimez envers et contre tout. Cet amour qui jaillit vous protégera des impuretés et des souffrances. Vous ne vous apercevrez même pas qu'on a essayé de vous salir et de vous faire du mal, car tout ce qui peut vous arriver de mauvais, la source les rejettera. Gardez en vous jour et nuit cette image de la source qui coule et qui rejette le mal et les impuretés, aimez sans arrêt et vous ne souffrirez plus. Alors voilà une pensée qui a une efficacité extrêmement concrète et je suggère à tous ceux qui ont envie de le faire de vivre avec cette pensée quand ils vont de Montréal à Québec, plutôt qu'avec ce petit hamster qui tourne dans tous les sens et qui ne sert à rien, de vivre simplement avec cette pensée de la source, simplement d'imaginer qu'on est une source, ou bien qu'on voit une source. Alors, je répète donc le nom de ce maître spirituel qui s'appelle Omram Mikhail Ivanov, qui a vécu en France toute une grande partie de sa vie, dont on peut trouver les œuvres très facilement dans les librairies, même sur Internet, il y a beaucoup d'informations sur lui, et qui est une œuvre que je ne peux que recommander parce qu'elle a aidé des milliers de gens à changer leur vie, et elle aidera tous ceux qui la lisent. On peut lire ça dans le métro, on peut avoir une pensée par jour, et c'est toujours cette question de faire la checklist de qui on est avant de faire n'importe quoi dans une journée, d'essayer de retrouver cette harmonie que la philosophie, depuis des millénaires, essaye de nous enseigner.